Voici les 5 tips pour démarrer cette rentrée du bon pied. Si vous faites quelques petits trucs de ces 5 aspects-là, je vous assure que l'année 2024 se terminera super bien. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Aujourd'hui, on va parler de ce mois de septembre qui donne la patate. Perso, moi, la rentrée, c'est mon moment préféré de l'année. Bien plus que le mois de janvier, où je suis un petit peu en dépression liée au manque de soleil et de chaleur, alors qu'en septembre, j'arrive avec une énergie nouvelle. Et j'ai envie de finir l'année en me motivant plus. Et si vous êtes comme moi, alors vous allez vous régaler avec cet épisode. D'ailleurs, on vous a préparé un super guide avec plein de ressources pour vous relancer dans cette fin 2024. Je sais que certains et certaines d'entre vous ont besoin d'un support papier pour pouvoir écrire et noter et se donner beaucoup plus de motivation de cette manière. Donc n'hésitez pas à le télécharger dans les liens de cet épisode ou sinon sur les réseaux sociaux ou sur notre site www.lamatrescence.fr. Dans les ressources gratuites, vous pouvez télécharger tous les guides qu'on vous a déjà préparés. Alors c'est parti, voici les 5 tips pour démarrer cette rentrée du bon pied. La première, elle est très simple. Arrêtez de vouloir tout faire toute seule. Et je parle surtout aux femmes ici, dans cette section, dans ce premier tips, dans cette partie-là de l'épisode. On a clairement vite le sentiment que tout le monde fait mieux que nous et réussit tout. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, et je suis la première à tomber dans le piège et peut-être même parfois à vous faire sentir de cette manière-là. Mes excuses, si c'est le cas, sachez que c'est pas du tout mon intention, parce que moi aussi, je rate plein de choses et je suis aussi imparfaite que vous. Mais la magie des réseaux sociaux parfois fait que on a l'air bien mieux derrière un écran que ce qu'on est en vrai. Donc oui, arrêtez de vouloir tout faire toute seule. Le mythe toujours très puissant de la Wonder Woman qui pèse sur les épaules des femmes, qu'on se le dise, ça mène nulle part à part à l'épuisement. On ne peut pas tout faire, c'est impossible. Nous ne sommes pas conçus pour réussir à tout combiner en ayant des enfants en bas âge qui plus est. Donc vraiment dans ce premier point, il est très simple. Lâchez-vous la grappe, vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour se détacher de cette envie de tout faire et tout porter sur nos épaules ? Parce qu'il faut le dire aussi, on se met un petit peu toute seule dans la panade. Je parle de nous les femmes. Donc premièrement, quelles sont les tâches que vous pouvez déléguer ? Homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Il y a une première chose à faire, c'est vous faites une liste de ce que vous détestez faire et vous vous demandez si vous pouvez les faire à une aide extérieure. Je ne sais pas s'il y a toujours une solution parce que c'est vrai, ça demande aussi parfois des moyens financiers, j'en ai conscience, mais simplement d'écrire cette liste de toutes les choses que vous détestez faire au quotidien, ça vous donnera une meilleure visibilité sur ce qui pose problème et ce sur quoi vous devez vous appuyer pour demander de l'aide ou avoir du relais. J'ai envie de vous prendre l'exemple de mes voisins basques que j'adore. Je vais les appeler Julie et Bichente, même si c'est pas leur vrai prénom, juste pour garder leur anonymat. Tous les deux travaillent avec des horaires de bureau. Ils n'ont pas de famille à proximité et ils n'ont pas de revenus illimités pour avoir une babysitter de manière générale, ou de manière régulière en tout cas. Leur souci, ils ne peuvent pas toujours être là quand il faut aller récupérer leurs enfants à la garderie de l'école le soir ou le mercredi. Quelle solution ils ont trouvé ? Nos autres voisins. Dans notre quartier,
nous avons plusieurs couples de retraités qui sont adorables et avec qui Julie et Bichente s'entendent super bien. Depuis maintenant 2 ans, ces 2 couples de retraités se relaient avec plaisir pour prendre soin de leurs enfants. Qu'est-ce que ça a demandé à mes voisins, Julie et Bichente, comme investissement ? Du temps. Du temps parce qu'ils ont nourri des relations profondes avec mes autres voisins, parce que depuis la pandémie 2020, nous avons tous été confrontés à la solitude et Julie et Bichente se sont vraiment investis pour nouer des liens très forts avec notre voisinage. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que parfois, c'est pas seulement une question de moyens financiers, c'est aussi un problème de sortir de sa zone de confort pour oser aller demander de l'aide, que ce soit à des amis ou à de la famille ou au voisinage ou même à des associations. D'ailleurs, dans l'épisode de la rentrée, Dr Anne Reynaud, l'épisode 201, elle le rappelle très bien au prisme de notre système d'attachement. On peut aussi avoir une difficulté à demander de l'aide si, par exemple, on a un attachement évitant. Demander de l'aide, dans ces cas-là, ça peut être vu comme honteux ou dangereux. Et donc, forcément, c'est plus difficile pour ces personnes-là d'aller demander de l'aide, d'avoir du relais et de ne pas tout prendre sur leurs épaules. Donc ça, c'est une première partie de comment on fait pour ne pas tout faire tout seul. Vraiment, enlevez-vous cette idée-là de la tête, c'est pas possible en fait. On a besoin de relais, on a besoin d'aide, on a besoin de ce village et c'est à nous de le créer. Vous pouvez aussi faire une liste des choses que vous aimez faire pour vous rappeler à quel point ce sont vos petits plaisirs quotidiens. Par exemple, moi, j'aime beaucoup faire la cuisine et organiser la maison. Mais par contre, je suis tout à fait nulle pour trouver des plats à cuisiner. J'ai 0 idée. J'ai des copines, c'est des magiciennes, elles regardent dans le frigo, elles savent déjà le repas qu'elles vont sortir. Moi, pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé une aide, l'application Joe, par exemple, qui m'aide énormément. C'est pas une pub, je suis pas payée pour vous en parler, même si parfois j'ai des partenariats avec eux. Mais vraiment, j'utilise cette application au quotidien. Je remplis mes données et l'application, en fait, ça me donne une liste de 5 plats à préparer pour la semaine pour ma famille. Ensuite, je valide mes courses par rapport à ces repas et je vais les récupérer en drive. Je gagne un temps de malade, c'est très bon. Je continue de faire la cuisine parce que ça me va très bien de continuer à faire la cuisine. Mais je n'ai plus à me casser la tête à qu'est-ce que je peux cuisiner pour moi, ma famille et mon mari. Parce que moi, j'aime faire ça. Ensuite, clairement, pour commencer à se décharger, le nerf de la guerre, quand on est en couple hétérosexuel, c'est une meilleure répartition des tâches liées à la maison et à l'éducation au quotidien. On le sait, le couple hétérosexuel est un nid à inégalité. Alors clairement, c'est très difficile d'inverser la tendance, je sais. Mais c'est à vous d'essayer de trouver le meilleur terrain d'entente pour vous décharger et établir une équité qui vous convient. Chez nous, par exemple, il n'y a pas du tout de déséquilibre dans les tâches quotidiennes, dans les tâches domestiques. Je pourrais même dire que mon mari en fait plus que moi. Donc en vrai, il y a un petit déséquilibre. Parce que, par exemple, moi, je déteste faire le linge, le ménage. Il range beaucoup plus. Il est beaucoup plus efficace, surtout. Et moi, j'ai lâché l'affaire de ce côté-là. En revanche, on a un déséquilibre qui est beaucoup plus flagrant quand il s'agit de l'éducation et la charge mentale liée aux enfants. Là, on est toujours dans une situation déséquilibrée qui s'amenuise au fur et à mesure, donc tant mieux. Mais au moins, à la maison, on a une répartition qui est équitable, égalitaire et qui ne me impose pas plus de contraintes du quotidien de ce que c'est d'avoir un foyer avec 5 personnes dedans. On a aussi en toute transparence 1 heure d'aide ménagère chaque semaine. Non, pas 1 heure, pas du tout. On a 4 heures chaque semaine, donc c'est 1 fois par semaine. Une personne qui vient faire le ménage qui est plus important et nous, on continue de nettoyer tous les jours. Donc vraiment, dans ce premier point, pour pouvoir repartir du bon pied sur cette rentrée 2024, demandez de l'aide. Apprenez à demander de l'aide, à déléguer, à voir ce que vous pouvez déléguer, à ne vous concentrer que sur les tâches qui vous font plaisir dans le quotidien, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se sent plus vibrante, meilleure, mieux dans sa peau et plus efficace après pour le reste et plus à l'aise dans les relations. Le deuxième tips que j'ai envie de vous donner pour une rentrée qui va détonner pour cette fin 2024, c'est bouger. Bouger, 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 bouger. La sédentarité est une des plus grosses problématiques de santé de notre 21e siècle. Et depuis le Covid, où nous avons tous été obligés de limiter nos déplacements, on a parfois un peu oublié de se mettre en mouvement. Alors pour ce mois de septembre, déjà entamé, bien comme il faut, lancez-vous le défi de marcher un peu plus. Les recommandations
sont de faire plus de 10 000 pas par jour pour être en santé, pour la longévité. C'est pas toujours atteignable. Big up à tous les Parisiens, les Parisiennes, en tout cas ceux qui vivent dans des grandes villes qui font que marcher et qui explosent les 10 000 pas sans problème. Mais si vous êtes comme moi, que vous vivez à l'extérieur d'une très grande ville et que vous marchez moins, je fais au moins du vélo, mais il faut vous imposer des temps pour marcher. Et si vous avez besoin de motivation, rejoignez notre mouvement lancé juste hier qui s'appelle 75 jours pour bouger. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'avais lancé 75 jours pour bouger quand je sortais de mon 3e postpartum et que vraiment j'étais devenue très sédentaire. J'avais du poids en trop, je me sentais mal dans mon corps et j'avais envie de reprendre en douceur. Donc pourquoi 75 jours? Ça fait 2 mois et demi. En 75 jours, vraiment on intègre des nouvelles habitudes sur le long terme. Donc on va être ensemble pour bouger une fois par jour. Et ça peut prendre toutes les formes. Voilà, pourquoi bouger? C'est important, que ce soit sortir votre chien, que ce soit amener vos enfants à vélo ou à pied à l'école, que ce soit sortir du métro, une station plus tôt ou du tramway, vous inscrire à une plateforme en ligne de sport. Personnellement, j'adore Studio Témé qui a des séances très courtes de 20 minutes. Ou de vous inscrire à un premier cours de sport. Allez-y, foncez. 75 jours pour bouger, ça peut vous aider à vraiment sortir de la sédentarité. Ça sert à rien de tout de suite s'imposer un rythme de fou et de se mettre des trop gros défis. Des petits pas au quotidien, c'est déjà énorme. Juste vraiment de modifier votre façon d'imaginer comment vous allez bouger dans la journée. C'est super important. Donc, on va s'entraider pendant toute cette phase des 75 jours pour bouger. Je vais poster régulièrement, vous mettre des petits défis. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, il n'est pas trop tard du tout. Peu importe quand est-ce que, à quel moment vous écoutez cet épisode. Vous méritez de prendre soin de votre corps et de votre santé mentale. C'est bien au-delà de l'aspect physique. Vraiment, c'est pas ça l'enjeu, c'est surtout pour le long terme et votre santé. Pourquoi le mois de septembre? Pourquoi maintenant? Parce que c'est idéal pour démarrer, il fait encore beau. Pas d'excuses sur la difficulté à sortir de chez nous parce qu'il fait froid. Toutes les associations, les activités reprennent un rythme normal en ce moment. Vous pouvez vous inscrire, faire un cours d'essai gratuit. C'est le bon moment. À vous de trouver une place dans votre planning pour bouger un petit peu plus chaque jour et de retrouver un rythme qui peut vous faire du bien. Si vous êtes déjà hyper sportif ou sportive, challengez-vous cette année. Cette fin d'année. Inscrivez-vous à ce cours ou à cette course qui vous fait rêver mais vous avez peur. Sortez de votre zone de confort ou même à ce défi qui vous fait envie. Si vous avez déjà un bon niveau, vous êtes déjà sorti de la sédentarité et vous êtes à l'aise avec le sport et le mouvement que vous faites, allez plus loin. Allez dans un truc fun, un truc incroyable qui va vous faire vibrer et qui va vous donner un objectif à long terme. La 3e chose, après donc avoir arrêté de vouloir tout faire toute seule ou tout seul et de vous être remis à bouger, eh bien, c'est de poser votre téléphone quand vous êtes à la maison. Donc là, on est beaucoup plus sur un aspect familial. Et ce 3e point, il est aussi pour moi. C'est un gros reminder que j'essaie de m'appliquer le plus possible. J'ai beau avoir coupé en 6 semaines cet été avec les réseaux sociaux comme je l'avais fait l'année dernière. Je vais être très honnête, je me suis faite happer directement quand j'ai réinstallé l'application d'Instagram notamment. C'était vraiment flagrant. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à scroller et à avoir mon téléphone dans la main beaucoup plus, alors que tout l'été, il était posé, j'étais tranquille. À part pour lire les journaux, j'avais pas cette envie d'être sur mon téléphone et bim, une fois que les réseaux sociaux et que la routine du quotidien reprend, voilà, je me fais avoir comme tout le monde. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter l'épisode 136 pour comprendre pourquoi j'avais déjà fait cette démarche l'été dernier et que j'ai continué cet été. J'explique à quel point ça fait du bien à la vie de famille parce que notre plus grande ressource avec notre enfant, c'est notre disponibilité. Nos enfants ont besoin que leurs besoins primaires soient comblés, évidemment, mais pour assurer leur sécurité affective, nous devons leur donner de notre temps et de qualité. Je sais, ça paraît super logique ce que je vous dis, mais la réalité, c'est qu'on se perd vite sur notre téléphone. Alors, petit challenge pour vous, encore un, sur ces 5 points. Tentez de mettre des limites avec votre utilisation du téléphone. Posez-vous la question, quelles règles vous pouvez instaurer? Comment est-ce que vous pouvez faire pour le laisser le week-end, par exemple? Ou le soir, quand vous rentrez du travail, comment est-ce que vous pouvez établir des règles familiales autour de l'utilisation du téléphone? Pas de téléphone à table, pas de téléphone quand les enfants rentrent de l'école,
pas de téléphone au coucher, peu importe ce que c'est la règle dans votre famille, comment est-ce que vous pouvez amener un temps plus calme sans avoir cette attraction, cette distraction qui fait de la peine à nos enfants, en fait, parce qu'ils sont en compétition face à un écran et malheureusement, ils peuvent pas gagner parce que la machine à dopamine, elle est plus forte. D'ailleurs, il y a des solutions efficaces qui existent, et notamment une qui pourrait faire partie de votre nouvelle résolution. Eh bien, ça pourrait être de renouer avec le téléphone fixe. Moi, j'y pense de plus en plus et je pense qu'en 2025, je vais sauter le pas. Parce qu'avec un téléphone fixe, premièrement, vous êtes joignable, voilà, même si votre téléphone portable est éteint, en cas de problème. Et vous n'avez pas à trimballer votre téléphone avec vous pour être joignable. Voilà, il y a ce fixe. Et aussi, ça permet d'apprendre à vos enfants à utiliser un téléphone fixe en cas d'urgence, à leur expliquer à quoi ça sert et de se sentir un tout petit peu plus serein, sans être dérangé. Enfin, vous me direz, il y a les prospecteurs qui vont venir de toute façon vous appeler, mais voilà, quelque part, ça peut être aussi une solution. L'autre astuce pour être un petit peu plus disponible et moins collé à vos téléphones, supprimez vos notifications, désinstallez-les et instaurez un temps maximum d'écran. C'est très facile à faire sur vos téléphones, sur vos smartphones. Il y a aussi des applications qui permettent de verrouiller ce type de contenu. Ça vous changera la vie, vraiment. Enlevez vos notifications et restreignez votre temps d'écran et de temps passé sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est super efficace. Au-delà de notre relation à nos enfants, le temps, vraiment, c'est une de nos ressources la plus précieuse pour profiter de la vie. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Warren Buffett qui dit « Ne laissez pas les autres écrire l'agenda de votre vie ». Sauf que quand on est pris dans la spirale des réseaux sociaux ou de travail, on en oublie que nous avons un pouvoir de décision sur ce qui nous arrive. Alors reprenez ce pouvoir, reprenez-le, tenez-le fermement entre vos mains. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Et ça vous fera beaucoup de bien dans votre vie familiale, croyez-moi. Je suis bien plus calme avec mes enfants quand je n'ai pas les réseaux sociaux à proximité ou mon téléphone. Et mes filles aussi le sentent que je suis disponible pour elles. Et elles ont envie, du coup, d'être un peu plus apaisées avec moi et moins à demander au porte-avions que je suis de les regarder de manière un petit peu agitée. Donc ça, c'était le 3e point. Apprenez à poser votre téléphone quand vous êtes à la maison. Voilà, c'est très important. 4e point, pour repartir du bon pied dans cette fin d'année 2024, apprenez à dire non. Est-ce que pour vous aussi, c'est chaud de savoir dire non ? Bon, moi, je comprends très bien parce que j'ai toujours été celle qui pense que dire non, ça signifie perdre l'amour ou l'appréciation des gens en face. Donc, j'étais people pleaser, comme on dit en anglais, à 100%. Celle qui veut faire plaisir tout le temps, qui veut dire oui. J'ai beaucoup de mal dans certaines situations très précises à dire ce que je ressentais vraiment, qui m'aurait fait du bien. Mais en fait, c'est pas l'amour des gens qu'on perd quand on fait que dire oui, oui, oui. C'est de soi dont on perd l'amour. Parce que justement, on se perd à vouloir faire plaisir sans cesse. Oui, dire non, ça fait peur. Effectivement, on a la sensation que les autres en face vont être déçus, qu'on va peut-être les perdre. Alors si vous avez un attachement distant, vous ne comprenez pas ce que je dis, parce que pour vous, c'est très normal de mettre des barrières. Mais pour nous, les attachements anxieux que je suis, c'est plus compliqué. Donc dire non, refuser, prioriser, c'est un droit et un respect que l'on se doit à soi-même. Pourquoi est-ce que c'est important dans notre parentalité ? Parce que c'est notre porte d'entrée aussi pour arriver à poser un cadre efficace. Dire non et recevoir la déception, la colère, voire la crise de notre enfant, c'est pas toujours facile. Et parfois, on se dit, c'est plus simple de dire oui. Comme ça, on n'a pas à gérer les émotions en face de nous. Sauf qu'en vrai, c'est pas la meilleure solution. Et j'ai récemment lu le dernier livre de Baptiste Beaulieu, médecin et auteur que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, qui est toujours, je trouve, pertinent, qui a écrit le livre « Je suis moi et personne d'autre », qui traite de notre capacité ou non à dire ce que l'on pense, notre tendance à nous effacer ou à faire entendre notre voix. Et ce livre, à la base, il est fait pour les enfants. C'est vraiment destiné à être lu par nos enfants, écrit comme un conte. Moi, je l'ai trouvé très émouvant et très percutant. Ma fille de 7 ans, je vous donne des petits exemples, à qui je demande parfois de prendre en charge ses sœurs quand ça m'aiderait, pour être très clair, me répond régulièrement qu'elle n'a pas envie de le faire parce que ça lui fait peur d'être responsable d'elle. Eh bien, même si ça me saoule, parce que soyons honnêtes, ça m'aurait bien dépanné, je respecte le fait qu'elle valorise son ressenti et qu'elle ose l'exprimer.
Alors parfois je lui dis ok, ça m'aurait bien aidé, mais j'avoue, je comprends, tu n'es pas leur mère, c'est aussi à moi de trouver une autre solution. Merci de me l'avoir partagé. Et parfois elle va dire oui avec grand plaisir quand elle sent de le faire. Mais je lutte contre moi-même quand elle dit non, j'ai pas envie, de lui dire ça va, c'est bon, tu le fais. Il me faut un petit temps de me dire j'ai le droit de respecter son nom, c'est important que je respecte son nom, elle a le droit de refuser. Donc apprendre à dire non, c'est important, et en fonction de votre système d'attachement, c'est plus ou moins facile. C'est difficile pour moi, par exemple, comme je vous disais, en étant anxieuse. Pour les évitants, c'est plus simple. Donc vraiment, essayez de voir ce qui est OK avec vous ou non, dans quelle mesure vous pouvez vous affirmer et mettre vos limites et vous dire ça, je vais refuser cette sortie avec mes amis parce que je suis très fatiguée, j'ai besoin de me reposer, ou ce rendez-vous avec mon boss ou ma boss, là ça m'arrange pas parce qu'il est 18h et j'ai mes enfants, donc je vais dire non et expliquer que c'est pas approprié pour moi à ce moment-là et que je me protège. C'est votre petit défi de fin 2024. Apprenez à dire non. Et la dernière chose, faites du tri. Oh là là, je suis la meuf la plus désorganisée de la Terre. Je préfère vous le dire en parlant de ce 5e point. C'est vraiment une catastrophe. J'ai récemment été diagnostiquée cette année, donc un TDAH/I, donc impulsivité. Donc c'est le trouble du développement de l'attention, hyperactivité et impulsivité. Moi, j'ai surtout de l'impulsivité. Et croyez-moi, j'ai toujours été ultra freestyle en rangement. Vraiment, je pense que c'est scandaleux comment j'étais quand j'avais 20 ans ou adolescente. Il y avait vraiment une époque où on ne pouvait pas mettre un pied dans ma chambre tellement elle était jonchée de vêtements. Pour dire à quel point je pars de très très loin dans le tri, dans le rangement. C'est une lutte quotidienne parce que dans mon cerveau, c'est très difficile de faire ça. Et pourtant, ça me cause énormément de stress d'être entourée de bazar. Donc, c'est un peu la problématique pour moi. Sauf que aujourd'hui, j'ai 3 enfants et que je ne peux plus me comporter comme je me comportais avant. Avoir 3 filles toutes petites, ça m'a mis une bonne claque et ça m'a obligée de revoir mon fonctionnement. Et au vu du nombre de vêtements que ça génère d'avoir des progénitures, il m'a fallu apprendre à ranger, trier, conserver. Parce que sinon, je me sentais complètement dépassée. Donc je fais du tri très régulièrement parce que sinon j'ai une sensation, je vous le disais, d'oppression qui est très forte. Je peux plus travailler, sachant que je travaille très souvent depuis la maison et j'ai plus envie d'être chez moi quand c'est trop le bazar. Je pense que vous pouvez tous et toutes vous identifier à cette sensation quand vos enfants en ont mis partout dans le salon, de leur jouet ou dans leur chambre et que vous êtes là, c'est too much pour moi. Alors si vous avez qu'un seul enfant, il y a un petit peu moins de bazar. Je pense que si vous en avez beaucoup, ou 2 ou 3 ou 4, mais pour moi en tout cas c'est difficile. Et on parle volontiers du tri de printemps, mais en fait non. La rentrée scolaire avec l'automne qui arrive, c'est un moment idéal. Donc petite astuce, si besoin de vous lancer dans le tri, il y a des choses à faire très simples. Vous prenez 3 boîtes et vous en mettez une pour les choses à donner, une pour les choses à garder et une pour les choses à jeter. Sortez la meilleure Marie Kondo qui est en vous, ça va vous aider. Parce qu'en fait, avoir un environnement clean et allégé, c'est vraiment important parce que c'est un aspect primordial de votre santé mentale et de votre productivité, quelle qu'elle soit. Que ce soit d'être productif pour le travail, à la maison, on s'en fiche, mais en tout cas, ça va vous relancer, vous remettre dans une marche avant. Et j'ai envie de vous donner une petite citation de Peter Walsh, que vous connaissez sûrement pas, mais qui est en gros le Marie Kondo américain. Il dit quelque chose de très intéressant. Le désordre, c'est pas seulement ce qui traîne par terre, c'est tout ce qui se met entre vous et la vie que vous avez envie de vivre. Je trouve que c'est assez puissant comme phrase. Parce que sortir du désordre, ça permet entre autres d'améliorer votre humeur et votre bien-être, affiner votre concentration et soulager votre anxiété. Donc je pense que c'est primordial de faire du tri et de faire du tri non seulement physiquement mais aussi dans votre tête. Mais déjà si on commence à le faire physiquement dans un espace qui est la maison par exemple, ça va faire baisser toute votre anxiété qui peut être liée à la rentrée. Donc on fait le tri dans quoi ? Dans les jouets. Allez-y, premier défi, et dans les vêtements trop petits. Rien que dans ces 2 domaines, vous vous sentirez bien plus serein et sereine. Pour aller plus loin, si vous avez envie de comprendre la magie du minimalisme ou du rangement, il y a une série documentaire que j'avais adorée qui s'appelle Les Minimalistes, pour comprendre les bienfaits non exhaustifs de vivre avec moins. Alors évidemment, c'est à l'américaine, là-bas tout est démesuré, ils ont une consommation qui n'est
pas comparable à ce que nous, on peut avoir en France, encore que parfois. Mais eux, vraiment, ils prônent un retour à des choses beaucoup plus simples, même au niveau des vêtements, pour se faciliter la vie. Et je crois que ils n'ont pas tort, mais parfois c'est dur avec des enfants de repasser à une vie minimaliste. Encore que sûrement, si vous m'écoutez, il y en a beaucoup qui doivent se dire « Bah si, moi j'arrive très bien. » Eh ben bravo, je vous félicite et je vous envie. Mais chez nous, c'est encore difficile. On trie à chaque fin d'année scolaire, à chaque rentrée scolaire, on trie l'hiver aussi. Et pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup trop dans la maison. Et c'est pas facile avec les anniversaires et avec les Noëls où on offre toujours des cadeaux. Donc maintenant, je donne aussi une petite astuce pour pouvoir alléger le tri que j'ai à faire à l'année, c'est de demander des expériences à offrir à mes enfants et pas des cadeaux physiques ou alors des livres pour que ce soit plus apaisé tout au long de l'année. Donc voilà vos 5 petits tips qui feront une différence sur le reste de votre année 2024. Je vous les récapitule. Le premier tips, arrêtez de vouloir tout gérer. Demandez de l'aide. Je vous challenge, allez demander de l'aide. Ou en tout cas, faites la liste des choses que vous n'aimez pas et voyez comment vous pouvez prendre du relais. Deuxième chose, bougez et challengez-vous. Joignez-vous à nous pour le 75 jours pour bouger. Troisième point, éloignez-vous de votre téléphone. Posez-les quand vous êtes en famille pour avoir des temps précieux et de qualité. Donc, petit challenge pour vous aussi. Comment est-ce que vous pouvez réussir à poser ces téléphones? Quatrième chose, apprenez à dire non. Mettez des limites. Dites stop. Priorisez votre santé, votre bien-être. Oui, parfois, ça veut dire non à des amis. Ça veut dire non à des amis et on culpabilise parce que déjà on n'a pas une vie sociale hyper riche quand on a des enfants, mais parfois dormir c'est plus important, je suis désolée. Voilà. Et cinquième chose, faites du tri. Avec 3 boîtes, vous pouvez commencer, une à jeter, une à donner et une à garder. Déjà, si vous faites quelques petits trucs de ces 5 aspects-là, je vous assure que l'année 2024 se terminera super bien. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je l'ai enregistré en direct de Minneapolis, où je suis en ce moment aux États-Unis. Donc Minneapolis, c'est là où j'ai été quand j'avais 17-18 ans. J'ai fait ma terminale là-bas. J'étais exchange student, donc j'étais en échange au lycée et je suis dans ma famille américaine et c'est un bonheur d'être ici et d'être de retour là-bas. Pourquoi je vous en parle? Juste parce que la matrescence n'existerait pas sans mon année à Minneapolis. Jamais de ma vie, j'aurais eu accès à toutes les informations auxquelles j'ai accès parce que je parle couramment anglais et parce que je m'informe de tout ce qui se passe ici. Et donc les États-Unis ont eu une grosse influence sur ma parentalité. J'en ai déjà parlé dans un épisode. Et pour terminer, n'oubliez pas de télécharger le workbook qu'on vous a préparé, cette ressource gratuite qui est disponible pour vous, qui reprend les 5 points dont je vous ai parlé dans cet épisode et qui vous permet de noter des choses, de commencer à avoir des réflexions, que ce soit vous seul ou en couple ou avec vos enfants aussi, parce que parfois on peut ensemble réfléchir à tout ce qu'on peut faire en fin d'année. Eh bien, allez-y. Le lien est dans les notes de l'épisode ou sur le site www.lamatrescence.fr. Mais merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je le dis avec grande sincérité. Et on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.